Donc, bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc oui, aujourd'hui on va essayer alors de rentrer un tout petit peu plus dans la technique par rapport aux précédentes conférences qu'on a faites. Alors ici même il y a 2 ans je crois, et puis lors de regards croisés où forcément dans des conférences comme ça, on y va de manière on va dire pas à pas pour ne pas tout de suite noyer tout le monde. Alors pour certains c'est plus simple que pour d'autres, mais on va essayer de donner un éclairage un peu plus profond aux technologies qu'il faut développer pour le véhicule autonome, donc avec Luc, en essayant de balayer notamment tous les impacts que le véhicule autonome va avoir dans le véhicule, dans l'embarqué et dans le débarqué. Alors, déjà, première chose, le véhicule autonome, c'est d'abord le passage du monde de ce qu'on appelle les ADAS, les aides à la conduite, donc qui sont des assistances pour le conducteur, à ce qu'on appelle le véhicule autonome ou la délégation de conduite, totale, partielle, etc. Luc viendra donnera plus de détails là-dessus. Le but de tout ça, ça va déjà être d'améliorer la mobilité des gens, la qualité de vie à bord et la sécurité de déplacement. Alors jusqu'à présent, on parlait beaucoup d'améliorer la sécurité routière, de faciliter la vie du conducteur et aussi de retrouver du temps à bord du véhicule. C'était comme ça qu'on présentait, sur le même schéma, on présentait ça. Et on l'a un peu étendu de manière différente, en disant déjà la mobilité autonome, c'est quelque chose qui est en train de voir le jour. On n'est plus dans le véhicule particulier, mais on est dans le véhicule partagé, dans la navette, dans le robotaxi, vous avez dû entendre parler de tout ça. Donc on a une notion déjà d'amélioration globale de la mobilité. La qualité de vie à bord, ça peut s'entendre à bord d'un véhicule personnel, ça peut aussi s'entendre à bord d'une navette, à bord d'un robotaxi, de la même manière. Et puis la sécurité de déplacement, c'est au sens large. Bien sûr, le véhicule autonome ne verra le jour, qu'il soit partagé ou personnel, que si la sécurité de déplacement est au moins égale à celle d'aujourd'hui, et on espère bien meilleure. Donc ça, c'est les points importants. Alors, on voit aussi que lorsqu'on passe des aides à la conduite telles qu'elles sont connues aujourd'hui, puisque les aides à la conduite sont largement déployées sur les véhicules, en particulier dans les véhicules des constructeurs français, on a beaucoup d'aides d'assistance qui vont utiliser un certain nombre de capteurs, déjà assez nombreux. Typiquement, sur les véhicules, on va trouver 12 capteurs ultrasons, 4 caméras carrosserie qui font le tour du véhicule, une caméra en haut du pare-brise et un radar à l'avant du véhicule. Bon, déjà, ça fait pas mal de capteurs. Alors là, on a mis 6 capteurs, ça peut même être 10 ou plus si on commence à compter les ultrasons, parce que les ultrasons ne sont souvent pas comptabilisés dans ce décompte. On voit qu'on a déjà quand même beaucoup de capteurs pour faire beaucoup d'assistance à la conduite. Alors les assistances à la conduite, quelles sont-elles ? Ce sont des assistances pour se garer, le parc assist, ce genre de fonctionnalités. Des assistances lorsqu'on conduit, l'adaptive cruise control. Donc l'adaptive cruise control, vous régulez votre vitesse en fonction du véhicule qui vous précède. Si le véhicule qui vous précède ralentit, vous ralentissez. S'il accélère, vous accélérez. En général, on utilise un radar, éventuellement un radar plus une caméra pour faire ça. Et puis, troisième volet de type d'aide à la conduite, ce sont plutôt les fonctions de sécurité, donc le freinage automatique d'urgence, qui lui aussi va faire appel à des technologies comme le radar et la caméra pour arrêter le véhicule. Là, c'est en cas d'extrême urgence, si vous n'avez pas vu un obstacle, par exemple. Voilà. Mais on reste toujours sur de l'assistance, c'est-à-dire que c'est le conducteur qui supervise la conduite, c'est lui qui doit assumer tout ce qui se passe, c'est lui qui est responsable. Il a simplement, par moment, une assistance pour l'aider. Lorsqu'on passe à l'AD, donc au véhicule autonome, là, on voit que le nombre de capteurs devient explosif. Alors, on peut dire up to 25 sensors, donc jusqu'à 25 capteurs. On a même vu des propositions qui peuvent aller jusqu'à 35, 40, 50 capteurs selon les différentes technologies, les différents niveaux d'automatisation, les différentes fonctionnalités visées. Donc, on voit que déjà, on passe d'un monde qui n'est peut-être pas tellement connu aujourd'hui déjà, c'est-à-dire finalement... Est-ce que les gens savent qu'ils ont de 6, 10 capteurs avec une dizaine ou une quinzaine de fonctions d'assistance dans leur véhicule? Ce n'est pas du tout sûr, et c'est pourtant le cas, on va dire, des véhicules modernes et de la plupart des véhicules modernes qui sont commercialisés maintenant, à un monde qui va être encore plus impressionnant en termes de technologie, puisqu'on voit 25 capteurs, des radars, des lasers, des caméras qui vont faire globalement tout le tour du véhicule, pour détecter tout ce qui s'y passe et être capable de proposer des fonctions beaucoup plus avancées. On voit aussi sur ce schéma qu'on a besoin d'utiliser des cartographies de haute définition,
une localisation précise, on y reviendra, et puis d'avoir des technologies de localisation, ce qu'on appelle de la self-localisation, c'est-à-dire que le véhicule va être capable, à l'aide de ses capteurs d'environnement, de se positionner sur la cartographie sans avoir besoin d'un GPS ultra précis ou d'une centrale inertielle. Donc ça, on va y revenir sur ces technologies, expliquer le rôle qu'elles ont chacune d'entre elles, mais voilà, on passe d'un monde qui était déjà compliqué, mais qui était, on va dire, gérable, à quelque chose qui fait quand même un petit peu peur et qui va nécessiter une rupture claire sur la façon dont on conçoit les véhicules. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui avec Luc. Et je passe la parole à Luc pour la suite. Alors en fait, le véhicule autonome est arrivé et il a mis quand même la pagaille. Il a mis la pagaille parce qu'il n'y avait pas de sens commun sur ce que voulait dire le véhicule autonome. Donc ce petit slide pour rappeler que vous prenez la presse, vous trouvez des tas de termes qui désignent le véhicule autonome et franchement, je ne sais pas comment les gens font pour s'y retrouver. Alors on vous propose là une clé de lecture, une clé de compréhension de ce qu'on appelle les différentes versions de véhicules autonomes. Donc finalement, dans un véhicule autonome, il y a deux choses qu'il faut regarder. Il y a de quel type de scène de conduite le véhicule autonome est capable finalement de relever, enfin, de faire. Première chose, scène de conduite. Deuxième chose, quel est le niveau de délégation de conduite qu'il propose au conducteur. Les véhicules autonomes, ce n'est pas partout, tout le temps, c'est de la progressivité. Donc ces deux clés de lecture nous paraissent importantes pour essayer de se repérer dans ce qu'on appelle les véhicules autonomes. Alors là, vous avez des précisions sur ce qu'on appelle les niveaux de délégation de conduite. Donc la partie véhicule autonome démarre à partir du level 3, Autonomous Vehicle Level 3. Vous avez le level 3, le level 4 et le level 5. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le véhicule autonome. C'est en principe quelque chose qui a été relativement bien diffusé parce que c'est normé. Par contre, ça vaut toujours le coup de le rappeler. Par abus de langage, parfois, certains constructeurs ont utilisé le terme de véhicule autonome sur les niveaux 2, qui sont des niveaux d'assistance à la conduite et pas de délégation de conduite. C'est quoi la différence? La différence est énorme. Hein. Dans l'assistance à la conduite, le conducteur est responsable de la conduite tout le temps, même lorsqu'il est assisté par un ACC, par une régulation AEB, par un positionnement dans la voie, par une caméra de recul, par l'ensemble des aides à la conduite qu'on a déployées. Ce sont des aides à la conduite qui sont niveau 1 ou niveau 2. Le véhicule autonome, encore une fois, celui qui propose une délégation de conduite au titre de laquelle, finalement, il y a un transfert de responsabilité des tâches de conduite du conducteur vers autre chose qui pourrait être le constructeur, voilà, c'est à partir du niveau 3. Donc ça, c'est très important de pouvoir se dire de quel type de délégation on parle. Ensuite, les trois grandes scènes de conduite dont on a l'habitude de parler sont là. Donc c'est très simple, hein, vous êtes dans votre voie, hein, vous restez dans votre voie et vous avez une scène de conduite qui est je reste dans ma voie et je gère tout ce qui va se passer dans cette voie, mais je n'envisage pas de sortir de la voie. Ça, c'est le monolane qu'on appelle AD1. Alors celui-là n'est pas normé, mais vous pouvez le retenir comme tel. Ensuite, vous avez le multilane, c'est-à-dire la scène de conduite qui consiste à ce que le véhicule autonome change automatiquement de voie. D'accord? Multilane ou AD2. Et puis vous avez ensuite les cas plus complexes du véhicule autonome en milieu urbain. Finalement, ça représente les scènes de conduite du niveau urbain. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un step dans les scènes de conduite qui est relativement important. Ensuite, quand vous faites un système de véhicule autonome, vous croisez les deux. Vous croisez scène de conduite et niveau de délégation, et vous avez quelque part la définition de votre véhicule autonome. Alors, on a parlé du L2. Le L2, ce sont donc des partial automation, ce sont des assistances à la conduite, comme on l'a dit tout à l'heure. Les assistances à la conduite, elles peuvent gérer
uniquement du monolane, comme le fait par exemple un ACC, elles peuvent aussi proposer du multilane. Vous avez aujourd'hui, en aide à la conduite, des constructeurs qui proposent du changement de voie assisté. On est d'accord, vous l'avez en tête. Je ne cite pas la concurrence, mais vous avez des voitures qui proposent ça. Ce ne sont que des assistances à la conduite, encore une fois. Voilà. Alors, à partir du Conditional Automation L3, eh ben, pareil, L3, vous pouvez faire du monolane, vous pouvez aussi proposer du changement de voie. Bon, là, par exemple, on n'a pas retenu cette configuration. Vous avez ensuite les niveaux L4 de High Automation qui sont encore assez théoriques, puisque, comme vous le savez, et comme on va le détailler plus tard, l'ensemble des difficultés auxquelles les différents partenaires ont à faire face pour faire du L4 est quand même extrêmement rude. En particulier pour le passenger véhicule, puisque l'équation coût est quasiment pas tellement résolvable aujourd'hui pour ce type de véhicule. Maintenant, dans le monde des robots véhicules, qui sont, eux, candidats, bien entendu, à aller plutôt dans des niveaux urbains, eh ben, vous avez le ADL4 robot véhicule à la croisée du Urban et du L4 High Automation. Voilà le tout petit briefing de ce qu'on appelle les véhicules autonomes entre nous. Donc j'espère que c'est plus clair. En tout cas, si ça ne l'est pas, il faudra revenir dessus. Alors après, vous pouvez combiner les différents modes qui seront proposés dans les véhicules aux différents conducteurs. Donc là, vous avez l'exemple, par exemple, d'un AD2 L2. Donc si normalement on a dit des choses qui n'étaient pas débiles, l'AD2 L2, c'est donc une assistance à la conduite qui va proposer du changement de voie. D'accord ? Ça, c'est la première partie. Et puis, de temps en temps, vous pouvez tomber dans un mode de délégation de conduite, l'AD1 L3. Par exemple, en bouchon, mettons qu'un constructeur propose un mode qui consiste à déléguer la conduite à la voiture quand vous êtes en condition de bouchon. Voilà. Donc ça fait un ensemble de modes qui sont dans la voiture, et un véhicule autonome, c'est ça, c'est la cohabitation de modes autonomes avec des modes qui ne sont pas autonomes, donc des assistances à la conduite. Ensuite, juste un petit rappel ou briefing sur les robots véhicules. Là, pour expliquer que finalement, on n'est plus dans le monde du passenger véhicule, donc dans le monde classique, j'ai envie de dire, du constructeur automobile, mais on est dans un monde où la chaîne de valeur se revisite. Quand on parle de transport de passagers, quand on parle de transport de marchandises, la valeur, la value chain de ce type de mobilité se revisite, et c'est la caractéristique, j'ai envie de dire, des robots véhicules de type L4. Il y a un enjeu technologique, mais il y a aussi un enjeu de quel type de service de mobilité on associe à ces véhicules, et également quel business case permet de sceller l'ensemble. Je crois que c'est toi qui reprends la parole. C'est moi qui reprends la main, ok. Donc oui, tout à fait. Alors le point important, c'est de comprendre qu'on sépare le véhicule autonome en différents parties. Et même, c'est des parties qui existaient déjà sur les aides à la conduite. On a d'abord une notion de détection, c'est-à-dire que globalement, dans tous ces systèmes, on se substitue à l'être humain. Donc quand l'être humain conduit, qu'est-ce qu'il fait ? Il détecte son environnement, il analyse, il réfléchit, et puis il agit. Enfin, en général, si on le fait dans un autre sens, ça se passe moins bien. Donc, il faut le faire dans cet ordre-là. Et donc, c'est ce qu'on a déjà fait dans les aides à la conduite. Dans les aides à la conduite, un freinage automatique, par exemple, il va d'abord percevoir le fait qu'il y a un obstacle devant. Il va réfléchir, il va se dire, cet obstacle, est-ce que c'est bien un obstacle qui est sur ma voie, par exemple ? Il est peut-être un peu juste à côté, dans quel cas, je n'ai pas besoin de freiner. Par contre, s'il est vraiment dans l'axe de mon véhicule et que je n'ai plus d'autre choix que de freiner, et si le conducteur ne freine pas, alors ce système de freinage automatique va décider, va prendre la décision de freiner. Et puis pour ça, il va agir sur les freins. Donc l'actionneur, c'est les freins. Donc on a vraiment la détection, on va dire tout ce qui est réflexion, analyse, décision, et puis après l'action.
Donc ça, c'est déjà vrai pour les ADAS. Ça reste vrai à partir du niveau 3, donc pour le véhicule autonome, on va devoir faire la même chose. Le véhicule autonome se substitue au conducteur, et donc en toutes circonstances, cette fois-ci, pas seulement quand il peut, hein, dans les ADAS, c'est plutôt quand je peux, j'aide le conducteur. Là, c'est pas quand je peux, c'est comme le conducteur, il fait autre chose, par définition, puisqu'il est dans un véhicule autonome. En permanence, le véhicule va être capable, les systèmes embarqués vont être capables de détecter leur environnement, d'analyser la meilleure chose à faire et de le faire. Et de le faire en bonnes circonstances. Et puis surtout, de le faire sans qu'il y ait des défauts. Et même s'il y a un des capteurs qui se porte un peu moins bien qu'un autre, même si le système de génération d'énergie, la batterie n'est pas tout à fait à 12 volts, mais à 11 volts, etc., eh bien, ça doit quand même marcher. Donc là, c'est pour ça qu'on met qu'il faut de la redondance, et il faut de la redondance, on va dire, à tous les étages. À la fois pour la perception, hein, si jamais j'ai un capteur qui est perturbé, il faut bien que j'en ai un autre qui prenne le relais. Pour la décision, si un de mes calculateurs central chauffe un petit peu et il n'est plus capable d'avoir l'algorithme qui pédale aussi vite, ça ne va pas marcher non plus. Et puis l'action, de la même manière, il faut savoir qu'aujourd'hui, les systèmes de freinage ou les systèmes de direction, ils sont conçus toujours de sorte que l'on sait qu'il y a un conducteur à bord. C'est-à-dire que mon système d'assistance de direction, par exemple, je vous rassure, il marche bien. Mais il pourrait arriver que peut-être des fois, si on n'a vraiment pas de chance, on perde l'assistance de direction. Mais ce n'est pas très très grave, parce que quand on perd l'assistance de direction, notamment dès qu'on roule au-delà d'une certaine vitesse, on peut tourner le véhicule sans problème. Il suffit de forcer un petit peu et on arrive à se mettre en sécurité. Ça, c'est plus possible avec un véhicule autonome. Avec un véhicule autonome, si je perds l'assistance de direction, je perds le contrôle de ma direction et je n'ai plus de mode autonome. Et mon conducteur, comme il fait autre chose, par définition, il n'est pas là pour tourner le volant, même avec des muscles, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de la redondance, on y viendra, on va devoir mettre un deuxième système de direction. Alors ce n'est pas une deuxième direction complète, bien sûr, on fait des choses plus astucieuses que ça, mais on va redonder le système de direction, mais ça c'est vrai pour le freinage, pour les capteurs, c'est vrai pour tout le monde. Donc ça, on y reviendra système par système. Alors, pourquoi on est obligé de faire tout ça? Pourquoi ces capteurs sont-ils si mauvais? Ce sont effectivement, alors on a quand même eu l'idée de faire quelque chose d'assez rare. Hein. D'habitude, on utilise des capteurs qui fonctionnent bien hein, quand on fait des systèmes pilotés dans le monde de l'automobile. On utilise des accéléromètres, des capteurs de vitesse de lacet, des capteurs d'angle volant, des capteurs de vitesse roue, qui sont en général des capteurs qui fonctionnent très très bien. C'est-à-dire qu'un capteur de vitesse roue, ça mesure la vitesse des roues de manière extrêmement performante, extrêmement fiable, extrêmement efficace. Et là, nous, ce qu'on a eu comme idée, hein, c'est parce qu'on n'avait pas le choix, hein, c'est qu'on a pris des capteurs qui étaient tous imparfaits. Hein, des caméras, des radars, des lasers, parce qu'on n'avait que ça sous la main. On n'avait pas le capteur qui remplace l'œil humain dans toute sa perfection, dans ses imperfections aussi, mais on n'avait pas quelque chose qui était capable de faire forcément aussi bien. Donc on a agrégé un certain nombre de capteurs, mais qui ont des défauts. Alors si on prend les caméras, par exemple, les caméras elles vont avoir le mauvais goût de croire qu'il y a des obstacles quand il n'y en a pas, ou d'inventer des obstacles par moment. Pourquoi? Parce qu'elle voit une scène, une caméra, mais voir une scène, ça ne veut rien dire. Il faut derrière tout un traitement d'image avec tout un tas d'algorithmes pour extraire des informations. Et ces algorithmes, ils marchent bien dans certaines circonstances, moins bien dans d'autres. Les caméras ont elles-mêmes des résolutions qui ne sont pas infinies, elles peuvent être perturbées par le soleil, par la pluie, etc. Les radars, ça marche sur l'effet Doppler, ça marche, c'est la théorie de l'électromagnétisme. Et si vous avez beaucoup de métal tout autour du véhicule, les ondes électromagnétiques sont très perturbées. Donc comment extraire l'information utile de l'information pas utile? Puis si vous prenez les lasers, quand il pleut, ça marche moins bien, la portée est réduite, etc. par exemple. Donc on a beaucoup de capteurs qui sont imparfaits. Alors leur imperfection, c'est quoi? C'est qu'on va devoir gérer un compromis faux positif, faux négatif. C'est-à-dire que si vous sensibilisez trop votre capteur, en gros, si vous lui dites « essaye de tout détecter », donc je filtre très très peu, il peut être très efficace. Un radar, par exemple, si vous filtrez très très peu le signal, vous allez détecter tout un tas de choses. Mais vous allez détecter, c'était l'exemple classique au début des radars, de la canette de coca qu'on mettait sur la route, et vous aviez un retour d'onde qui était assez important pour le radar, il pensait que c'était une voiture. Donc si vous ne filtrez pas assez, voilà le risque. Alors vous dites, non, je vais filtrer un peu plus. Et en filtrant un peu plus, c'est exactement la courbe faux positif, faux négatif que vous avez là, qui est une courbe assez bien connue en médecine, hein, puisque c'est en gros
Quand vous détectez si vous avez une maladie ou non, bah, si vous êtes le système de détection, ce qui va détecter dans votre prise de sang si vous avez telle ou telle maladie est trop sensible, vous allez avoir des gens, on va dire vous êtes malade alors que ce n'est pas vrai. À l'inverse, si vous n'êtes pas assez sensible, vous allez louper des gens qui sont malades. Donc c'est toujours une question de compromis. Et bah, là, c'est la même chose. Vous êtes obligé en permanence de régler ce seuil. Le problème, c'est que ce seuil, vous n'êtes pas derrière pour dire à la caméra, mais non, là, il fallait voir, là, il ne fallait pas voir. Vous avez réglé ce seuil une fois pour toutes. Et une fois qu'il est là, vous avez un compromis faux positif, faux négatif, qui est donné. C'est-à-dire que votre caméra, elle va louper les obstacles un petit peu, par exemple. En général, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, parce que les faux positifs, on n'aime pas trop. Parce que ça veut dire quoi? Si la caméra, elle croit détecter un obstacle qui n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer? Elle va déclencher, par exemple, un freinage automatique. Et ça, vous imaginez bien, il n'y a rien devant, votre véhicule se met à freiner tout seul. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plutôt tendance à gérer le compromis faux positif, faux négatif, de sorte à ce que l'on n'ait pas de faux positif, ou très très peu, ou très très rarement. Bon, alors vous faites ça, vous faites pareil pour le radar, pareil pour le laser. Évidemment, vous avez tout un tas de compromis à gérer. Alors, c'est là où toute la science, on en parlera un peu après, de la fusion de données va nous aider pour justement être capable de distribuer ces faux positifs, ces faux négatifs aux différents capteurs et faire qu'à la fin, tout ça, ça fasse sens, je sois capable de détecter tout ce que j'ai à détecter et ne pas inventer des choses qui n'existent pas. Alors ça, c'est le premier pavé de texte qui est là, c'est la redondance technologique. Mais ça ne suffit pas. L'être humain est doué d'une chose assez importante, c'est qu'il a une faculté d'anticipation, du feeling aussi. Il voit sur l'autoroute que ça ralentit, il regarde un peu au loin, puis à 500 mètres ou à 600 mètres, il voit une flèche de rabattement. C'est un exemple que j'aime beaucoup, je le cite souvent, parce que c'est un exemple qui nous est beaucoup arrivé sur nos prototypes. Vous avez une flèche de rabattement qui coupe une route. Vous le voyez de très loin. Nos capteurs embarqués, aucune chance. Il faudrait être capable de regarder très très loin, avoir un périscope au-dessus du véhicule. Enfin bon, c'est complètement impossible. Pourtant, vous savez que la voie de gauche est condamnée. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur la voie de gauche, vous vous rabattez bien avant. Vous n'attendez pas le dernier moment d'être devant la flèche de rabattement pour faire un freinage d'urgence, évidemment, ce qui ne serait pas acceptable pour le conducteur. Bon, là, la redondance, elle ne vous sert pas à grand-chose, la redondance dont je parlais tout à l'heure, puisque de toute façon, mes capteurs vont avoir une portée limitée. Donc là, il faut que j'anticipe. Alors là, on voit aussi sur un autre exemple, l'exemple d'un obstacle qui est masqué. Et dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de la connectivité. Donc c'est une autre façon d'avoir de l'information. Cette flèche de rabattement, qui est une flèche qui représente une zone de travaux, il y a bien quelqu'un qui sait qu'il y a cette flèche de rabattement à cet endroit-là. Donc il suffit que vous récupériez l'information du gestionnaire d'infrastructure, qui vous le dit à l'avance, elle n'est pas apparue subitement, pour que vous anticipiez l'action, la bonne action, qui peut être de changer de voie, qui peut être de rendre la main au conducteur si on ne sait plus quoi faire, etc. Donc on voit les challenges de la perception dans la redondance et dans la multiplicité, c'est à la fois de la redondance et de la complémentarité, on pourrait dire, d'informations. Alors là, on donne quelques exemples, on va dire, assez emblématiques, notamment sur la caméra, de choses qui perturbent la caméra. Bien évidemment, la neige, bien évidemment, le spray, donc la projection d'eau sur la caméra. Vous voyez, un exemple, celui du milieu est assez intéressant, c'est un false positive. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu sur la route, il y a eu des raccords. En fait, les gens ont réparé la route et ont mis du bitume qui n'est pas de la même couleur. Et on ne sait pas pourquoi, le traitement d'image de la caméra, il a cru qu'il y avait une voiture. Alors ça, vous ne pouvez pas l'expliquer, c'est l'algorithme qui fait ça. Lui, il croit qu'il y a une voiture. Vous, à l'œil, vous dites, non, ce n'est pas une voiture. Oui, pourquoi l'algorithme il a fait ça? Parce que ces algorithmes sont perfectibles. Donc ça, et pourtant d'algorithmes issus du meilleur fournisseur, en tout cas du meilleur tier 2 fournisseur de caméras. Donc ce n'est pas quelque chose qui allait à prendre à la légère. Même avec tout un tas de travail, on peut arriver encore à tomber sur de telles aberrations. On voit en bas à droite, vous ne le voyez pas justement, dans l'ombre, il y a une dame qui, je ne sais pas si vous le voyez, qui pousse une poussette. Et ça, la caméra, elle n'a rien vu. Là, c'est le coup classique, c'est de l'ombre. Voilà, donc là, on a un peu une liste à l'après-vert de tout ce qui perturbe une caméra. On en a peut-être même oublié. Voilà, donc ça va générer des mauvaises interprétations de la scène. Alors là, c'est juste pour imager tout ce qu'il y a sur un véhicule pour faire un premier niveau 3, donc vous voyez 12 ultrasons, 4 caméras carrosserie, 5 radars, une caméra haute pare-brise, une caméra intérieure parce qu'il faut surveiller que le conducteur ne fait pas n'importe quoi quand même, et puis un laser. Donc ça, c'est le niveau mini de chez Mini pour faire un niveau 3 dans des situations extrêmement structurées. Voilà.
Donc ça, c'est en tout cas ce qui est à peu près communément admis par les constructeurs comme set de capteurs pour faire le tout premier niveau 3 dans des conditions, on va dire, très très restreintes. Si on va maintenant un petit peu plus loin, donc là on a l'exemple, la fonction, voilà, c'est Traffic Jam Chauffeur niveau 3, donc c'est une fonction en embouteillage sur voie à chaussée séparée, donc extrêmement réduite, on va dire, en termes de domaine d'utilisation, et surtout dans des scénarios qui sont extrêmement structurés, donc assez facile, moins difficile à gérer que les autres. Dès qu'on va aller sur du niveau 4, c'est encore plus compliqué, parce qu'en niveau 3, on a quand même toujours le conducteur qui n'est pas très très loin, donc on a un niveau de redondance qui est nécessaire, mais on va dire pour survivre, le maître expert chez nous, safety, dit survivre, bon, c'est survivre le temps que le conducteur reprenne la main. Hein, vous avez juste à survivre le temps que le conducteur reprenne la main. On va laisser le temps au conducteur pour le faire, et on ne lui demande pas de reprendre la main dans la seconde, on lui laisse le temps de le faire. Mais on va dire qu'en termes de redondance, ça reste encore raisonnablement accessible. Dès qu'on passe sur du niveau 4, où là, une shuttle, donc une navette, par définition, je n'ai pas de conducteur, parce que je n'ai que des passagers. Hein, donc les gens, on ne va pas demander aux passagers d'aller reprendre la main, d'aller agir dans une navette. Vous êtes dans le métro, vous n'agissez pas dans le métro. Là, c'est un peu la même chose. Vous voyez tout de suite qu'en termes de capteurs, ça change complètement. On a un lidar 360, 6 lidars, 4 radars, 4 caméras, une centrale inertielle. Je n'ai pas parlé des calculateurs, hein, parce que les calculateurs, ce sont des choses qui sont assez monstrueuses pour ce type de technologie. Alors, par exemple, le lidar 360, hein, c'est le lidar qu'on voit souvent sur le toit. C'est des lidars à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous voyez pourquoi ce genre de technologie, on dit qu'elle ne peut pas, en tout cas à date, être applicable pour les véhicules particuliers. On est vraiment sur du véhicule partagé, sur du taxi, etc. Bon, le robot de taxi, ça peut même, on trouve d'autres types de configurations. Là, c'est la voiture de Waymo. Hein. La voiture de Waymo, voilà sa configuration capteur, finalement, qui est assez proche d'une navette. Ce n'est pas tout à fait le même équilibre radar-lidar, bon, voilà. Mais globalement, on est dans le même monde, énormément de technologie, énormément de redondance. Qu'est-ce qui explique tout ça? C'est que ce véhicule, lui, il ne doit pas seulement survivre le temps que le conducteur va prendre la main, il doit continuer sa mission ou mettre en sécurité le véhicule. Et mettre en sécurité un véhicule, par exemple un robot taxi en pleine ville, ce n'est pas en s'arrêtant en plein milieu d'un rond-point, c'est quand même faire beaucoup plus de choses. Donc là, on voit tout de suite les types de technologies que ça tire et les ruptures. Déjà une première rupture ici avec des premières redondances, avec des capteurs dont on n'a encore pas l'habitude. Le laser, on n'a pas encore tellement l'habitude de l'utiliser dans l'industrie, c'est très peu utilisé, avec la généralisation donc, de ce type de nouvelles technologies et de redondances de plus en plus fortes, surtout tout autour du véhicule. Donc ça donne quoi? Alors là c'est une petite vue des impacts principaux. Je pense qu'on a même peut-être oublié des choses, mais les impacts principaux sur le véhicule. Vous voyez que si on voit un véhicule vu de dessus, en simplifiant un peu tout ça, on se dit finalement j'ai une chaîne de traction, j'ai les éléments de liaison au sol, donc le châssis, direction, freinage, etc. J'ai des calculateurs, j'ai des IHM, j'ai de la connectivité, j'ai une architecture électronique, une architecture électrique aussi, et puis j'ai des systèmes de perception, c'est ce dont on vient parler, tous les capteurs qui sont tout autour. Et tous ces systèmes-là sont impactés par le véhicule autonome. Et ils ne sont pas impactés qu'un peu, ils sont impactés à l'ordre 1. Par exemple, architecture électronique, il faut une redondance d'architecture électronique, puisque si votre architecture électronique est défaillante, vous devez avoir un deuxième système qui prend relais. Même chose pour l'architecture électrique. On ne peut plus se contenter d'avoir une batterie comme aujourd'hui avec un alternateur, ça ne marche pas du tout. Il faut de la redondance du power supply pour être capable toujours d'alimenter tous ces calculateurs, tous ces capteurs en permanence. Le châssis, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le freinage, la direction, de la même manière, elle doit être disponible même en cas de défaillance. Les IHM, même les IHM, parce qu'à des moments donnés, on va demander au conducteur de faire certaines actions. Si on lui demande de reprendre la main, par exemple, dans un niveau 3, et que mon écran ne marche pas, il est défaillant, voilà, j'ai un problème. Donc aujourd'hui, les IHM, l'écran central, par exemple, c'est fait pour faire de l'infotainment, de la navigation. S'il tombe en panne, vous n'êtes pas content, vous allez voir votre concessionnaire, c'est de la qualité, mais ce n'est pas de la safety. Là, ça devient de la safety. Si vous faites passer une information par cet écran central, de dire « reprends la main », ça devient de la safety. D'ailleurs, on ne fait peut-être pas comme ça, d'ailleurs. Donc voilà, donc en tout cas, toute l'IHM, vous allez devoir la gérer de manière safe, ce qui n'est pas du tout l'habitude d'aujourd'hui. La connectivité, c'est la même chose. Si vous avez de la 4G aujourd'hui sur vos véhicules,
C'est pour quoi faire? C'est en général pour faire des choses qui sont plutôt de l'infotainment, plutôt de l'internet on board, ce genre de choses. Ce n'est pas pour utiliser l'information qui arrive de manière sécuritaire. Donc là, de la même manière, comment je gère la sécurité de la connectivité? C'est un énorme enjeu, d'autant que la connectivité, par essence, c'est quelque chose qui est difficilement sécurisable. Donc comment on fait? Donc là, voilà, tous les nouveaux enjeux autour de ça. Le powertrain, je dirais qu'il est peut-être un peu moins impacté, parce mais de la même manière, pour certains types de fonctionnalités autonomes, si vous imaginez que vous perdez par exemple l'accélération de votre véhicule alors que vous êtes en côte et en train de dépasser quelqu'un, évidemment, là de nouveau, on fait face à un problème de sécurité. Donc voilà, donc tout le véhicule, et on en oublie probablement, est touché, on va dire, par l'arrivée du véhicule autonome, touché de manière, on va dire, en plus assez importante. Voilà, donc là, je repasse la main à... De toute façon, Vincent a presque tout dit, donc merci, en tout cas, c'était très clair. Il y a peut-être une chose que je voudrais rajouter par rapport à ce que Vincent a dit. Finalement, cet ensemble-là, aujourd'hui, il n'est pas encore capable de donner au véhicule autonome ce qu'on appelle le sens commun. Le sens commun qui fait que l'humain arrive à conduire. Et ce sens commun, on n'a pas de planche aujourd'hui là-dessus, il faudrait qu'on revienne pour vous en parler. Mais il est lié à la notion du machine learning et de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle du manière générale. Donc, je pense qu'on en est au début de cette quête-là, mais ça progresse assez vite et il faudra vraiment qu'on vous en reparle. Bon, en attendant que les machines soient capables d'avoir du sens commun, qui, par exemple, lorsque j'ai des quilles qui montrent qu'il faut se rabattre sur une route à 4 voies, là, qui va passer de 4 à 3 voies, le sens commun, la machine ne l'a pas encore, et c'est ce qu'il faut qu'elle acquiert. Et demain, ou après-demain, peut-être elle l'aura. Donc, en attendant, Vincent l'a un peu évoqué, il y a une brique qui est essentielle, un enabler, comme on appelle ça dans les véhicules autonomes, c'est ce qu'on appelle la fusion. La fusion entre tous ces capteurs. Parce que finalement, ces capteurs, ils ont des bénéfices, des atouts, et puis des choses qu'ils ne savent pas bien faire. Donc l'objectif d'une fusion réussie, c'est d'être capable, à tout moment, de fournir les cibles de la scène de conduite, que ce soit des vélos, des piétons, des camions, des animaux, tout ce qui se passe devant le véhicule, de fournir les cibles et rien que les cibles. Comme Vincent l'a expliqué, il ne faut pas, lorsqu'on fait du véhicule autonome, il ne faut pas de substitution de faux négatifs. Il ne faut pas rater une cible. Rater une cible, ça veut dire très probablement avoir un crash. Et il ne faut pas non plus en inventer quand il n'y en a pas, parce que inventer une cible, ça fait que la machine décide de faire quelque chose alors qu'il ne faut rien faire. Donc le véhicule autonome, c'est bien les deux. C'est éviter les faux positifs et éviter les faux négatifs. La fusion est essentielle pour ça, parce que c'est elle qui, à chaque instant, est capable de dire je vais choisir l'information radar et caméra, par exemple, parce que je sais que le lidar, il est hors course dans les conditions du moment, ou je vais choisir de fusionner le radar et le lidar, et je ne vais pas prendre la caméra parce que la caméra est éblouie ou parce que la caméra n'est pas capable de délivrer une information fiable à un moment donné. Donc c'est ce qui explique la petite flèche de reliability level à la fin. La fusion, c'est donner les bonnes cibles avec le bon niveau de confiance dans le fait que la cible est la bonne cible. Il n'y a rien que la bonne cible. Alors, ici, on a tenu à vous parler un tout petit peu de l'enjeu de la localisation quand on parle d'un véhicule autonome. Un véhicule autonome, ça doit savoir où c'est pour pouvoir savoir où ça va. Et l'enjeu de savoir où c'est, il est tout sauf simple. Parce que c'est où il est à 10 cm près, bien sûr, sinon ça serait trop facile. Donc pour que le véhicule autonome puisse se guider d'un point A à un point B, il lui faut non seulement savoir où il est, mais il faut qu'il sache où il est dans la carte. Donc ça fait beaucoup d'éléments additionnés, parce que si votre véhicule autonome sait où il est dans un certain repère, mais que la carte, elle est décalée, eh ben, ça ne va pas aller du tout. Donc les enjeux de la localisation, qui sont extrêmement synthétiques là, sont énormes, et ils passent par la maîtrise quand même d'une carte de haute précision, qu'on appelle HDMAP dans notre langage de technicien,
carte de haute précision qui devient un enabler absolument fondamental là, dans la roadmap du véhicule autonome. Et les grands fournisseurs de cartes ne s'y sont pas trompés, hein, ils sont tous en ordre de bataille pour essayer de délivrer des cartes répondant aux enjeux du positionnement précis. Un autre élément extrêmement important que Vincent a un petit peu cité tout à l'heure, qui est finalement pour donner la capacité au véhicule autonome de se projeter dans le futur, hein, c'est donc la prédiction de trajectoire que le véhicule autonome doit faire. Comme on l'a dit, les capteurs de bord ne sont pas capables de le renseigner sur tous les événements qu'on imagine dans nos petites têtes d'ingénieurs. Donc, les événements qu'on imagine et les événements, bien sûr entendu, que les véhicules rencontrent sur la route. Donc, il y a beaucoup de typologies d'événements que les capteurs de bord ne sont pas à 100% capables de senser, de percevoir, et pour lesquels nous mettons en place progressivement des capacités d'échange entre le véhicule et le monde de l'infrastructure, pour qu'ils soient renseignés. Par exemple, tout à l'heure, tu as parlé des voies qui se rétrécissent. Vous avez aussi les panneaux à messages variables. Ça, pour une caméra, c'est très compliqué de détecter ça. Pour un radar, c'est impossible. Pour un lidar, c'est quasiment pas possible. Donc, un panneau à message variable qui va annoncer, je ne sais pas, un accident, une voiture arrêtée ou autre, c'est essentiel pour un véhicule autonome de savoir ça pour prédire la trajectoire correcte et safe. Donc là, on travaille beaucoup sur la connectivité entre le véhicule et le sol, l'infrastructure, pour apporter des réponses sur ce genre d'événements qui ne sont pas structurels sur la route, mais conjoncturels. Alors là c'était aussi un exemple de redondance, mais plutôt sur la partie braking. Je vais passer très très vite, parce que, encore une fois, Vincent l'a pas mal illustré, mais ce besoin de redondance, il est, bien entendu, induit par le fait qu'il faut que notre système survive à une panne. Puisqu'on ne peut pas demander au client, au conducteur d'être tout de suite dans la boucle de conduite. Quand il y a une panne, un composant hardware qui défaille, un logiciel qui ne va pas, le système va se mettre en rideau. Ah, mais s'il n'y a plus de freinage dans la voiture, ça pose un problème. Donc, il faut une redondance, un deuxième système de freinage, indépendant du premier, qu'on est capable donc de solliciter quand le premier est en panne. C'est vrai pour le freinage, c'est vrai pour la direction, c'est vrai pour l'alimentation électrique globale du réseau, c'est vrai aussi pour un certain nombre d'autres éléments de la voiture, comme les signalements de la voiture et autres. Pardon ? Il y a une question. Non, mais en fait, il faut que ce soit interactif, c'est ce que nous a demandé Hervé. Donc s'il y a une question, n'hésitez pas. Il y en aura à la fin, mais il peut y en avoir pendant. Vincent, je te repasse le truc, mais je crois qu'on n'est pas en avance. D'accord, oui, donc rapidement, bon, les IHM, évidemment, il faut qu'elles soient compréhensibles pour le client, pour les personnes qui sont à bord du véhicule, quels que soient les niveaux d'automatisation. Hein, en niveau 3, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on demande au conducteur de reprendre le contrôle à un moment donné, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui demande. Et puis il ne faut pas lui demander qu'avec un petit signal lumineux caché dans un coin, hein, ça ne va pas forcément le faire. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir des modalités multiples. Typiquement, le signal lumineux, sonore, même vibratoire. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller vraiment sur une alerte multimodale pour s'assurer que le conducteur reprend bien le contrôle. Et puis avoir effectivement des IHM qui ne ressemblent pas à des cockpits d'avion, bien que la complexité s'en approche. Oui, j'ai envie de rajouter que, comme on l'a dit tout à l'heure, le mode, à un moment donné, le mode L3 de délégation de conduite, il va cohabiter dans la voiture avec d'autres modes, ce qui ne seront pas les modes de délégation, mais des modes d'assistance. Donc il faut, on n'a pas le droit de mettre un engin comme ça dans les mains de conducteurs si on n'est pas certain à 100% que tous les conducteurs comprennent à chaque instant dans quel état la voiture est. Donc le rôle des IHM pour ça, il est assez essentiel. Hein, quand même. Vous avez notamment pas confondre le niveau 2 avec le niveau 3, par exemple. C'est la grande problématique qu'on a actuellement, parce que ça se ressemble vu de loin quand même. Hein. Mais dans un cas, le conducteur
est en charge de la conduite. Dans l'autre cas, c'est le système qui est en charge de la conduite. Donc effectivement, bien s'assurer que le conducteur a compris tout ça. Point important aussi qu'on évoque assez souvent, c'est la partie simulation-validation qui est un gros enjeu. Donc on a un schéma qui est un petit peu compliqué, bah oui, parce que justement la validation de nos véhicules autonomes, elle peut plus se faire comme la validation de nos systèmes actuels, hein. Typiquement un freinage automatique, par exemple un ADAS, la façon de le valider, c'est une façon qui n'est pas très intelligente, on le reconnaît, mais au moins qui est efficace. Elle consiste à rouler un certain nombre de centaines de milliers de kilomètres, on pourrait même dire quelque chose qui n'est pas loin d'1 million de kilomètres, pour valider le véhicule. Et vous savez démontrer quasiment mathématiquement que si vous n'avez eu aucun problème sur cette flotte de validation, donc de 1 million de kilomètres, ce qui est tout à fait faisable pour un véhicule avant son lancement, et ben vous êtes capable de garantir que vous n'aurez pas de problème en clientèle. Ça se démontre justement avec toutes les histoires de faux positifs, de faux négatifs, d'occurrences, de statistiques, etc. Le véhicule autonome, ça ne va pas pouvoir fonctionner comme ça, puisque justement, comme l'a dit Luc, on doit à la fois gérer les faux négatifs et les faux positifs. Donc l'ordre de grandeur, on pourrait presque dire 1 million fois 1 million, ce ne serait pas forcément idiot, mais ça reviendrait presque à ça. C'est-à-dire qu'on va plutôt parler de centaines de milliards de kilomètres. Alors évidemment, on ne va pas faire 100 milliards de kilomètres avec une flotte de véhicules avant de lancer le véhicule, c'est pas faisable. On a fait le calcul pour s'amuser, il fallait faire plusieurs milliers de véhicules pendant 250 ans ou plusieurs centaines de milliers de véhicules pendant 6 mois. Donc voilà, donc ça ne marche pas. Donc on est obligé de faire autrement. Et bien sûr de faire appel à la simulation, mais pas de la simulation, on va dire comme on fait aujourd'hui, on fait de la simulation aujourd'hui, mais là ce qu'on appelle de la simulation massive, c'est-à-dire de remplacer ces milliards de kilomètres ou ces milliards d'heures de roulage par l'équivalent en simulation. Donc là c'est un nouvel enjeu, c'est nouveau dans l'automobile, on n'est pas habitué à pratiquer cela, surtout sur des systèmes complexe et dynamique. On sait faire ça sur du calcul de matériaux, des choses comme ça, sur des domaines de la mécanique classique, avec les éléments finis ou des choses comme ça, on fait déjà des choses très complexes. Mais sur les systèmes dynamiques, non linéaires, basés sur des équations différentielles, pour faire un petit peu simple, on ne sait pas faire ça. Et surtout, on ne sait pas le faire aujourd'hui, à date, de manière corrélée avec la réalité. Parce qu'évidemment, si on peut faire des simulations, il y a beaucoup de modèles qui existent sur le véhicule autonome de simulation qui sont très intéressants, qui donnent des résultats qualitatifs intéressants. Mais là, ce n'est pas du résultat qualitatif que l'on cherche, c'est du quantitatif corrélé. Donc là, évidemment, c'est complètement nouveau. Et on voit que pour faire ça, c'est toute une démarche qui va combiner de la simulation, de la création de modèles, avec des roulages pour se corréler, hein, à la fois sur les capteurs, sur les modèles de décision et même sur les actionneurs, etc. Donc ça, c'est un petit peu toute cette démarche qui est représentée. Et avec l'importance aussi de cette simulation, c'est d'émuler les scénarios de conduite auxquels les conducteurs sont confrontés. Donc l'élément clé, c'est une base de données de scénarios, c'est ce qui est à gauche en bas. La base de données de scénarios, c'est d'être capable d'avoir une liste de tous les scénarios que votre véhicule autonome va rencontrer, du moins dans le use case considéré. Si je prends le traffic jam chauffeur de tout à l'heure, il faudra que j'ai tous les scénarios possibles d'un véhicule autonome sur voie à chaussée séparée à basse vitesse en embouteillage. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, il y a quelques années, quand on est allé voir l'informatique du groupe dont je représente l'expertise, là, on leur a dit voilà la taille de la base de données dont on va avoir besoin de resimulation pour uniquement les AEB, les systèmes de freinage automatique, donc des ADAS. Oh là là. Ils nous ont dit mais vous êtes fous, c'est pas possible. De toute façon, ce que vous nous demandez, c'est de tripler la capacité de stockage informatique de l'entreprise à date. C'était il y a 5 ans. C'est pas possible. Bon, c'est devenu possible. Parce que ça illustre les enjeux de transformation un peu sur l'ensemble des métiers. Tout le monde contribue, et ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on a fait sur les EEB, c'est rien par rapport à ce qu'on se prépare sur le L3. Vincent. Exactement, donc excellente transition. Effectivement, on voit que pour le niveau 2, alors suivant les fonctions, suivant comment on compte, mais on est dans un ordre de grandeur de quelques pétaoctets de stockage de données. Bon, après, on peut discuter si c'est 5, si c'est 10, si c'est 3, mais l'ordre de grandeur, c'est celui-là pour les entreprises. Ça dépend aussi si on comptabilise ce que nos fournisseurs font, notamment sur les bases de données capteurs, par exemple. On voit que dès qu'on atteint du niveau 3, et puis plus encore du niveau 4, comme je l'ai dit, on doit faire des équivalents de nombre de kilomètres qui n'ont plus rien à voir en roulage. Donc des scénarios, du nombre de scénarios et de cas tests qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, on voit qu'on parle de 50 pétaoctets jusqu'à 200 pétaoctets. Là aussi, ça dépend comment on compte. Si on compte
ce qui est chez nous, si on compte du niveau 4 ou du niveau 3, si on compte ce qui est chez les fournisseurs aussi. Mais on voit qu'on passe dans un monde où aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire des factories, des serveurs, etc. C'est-à-dire que le serveur qu'on a aujourd'hui dans le groupe auquel j'appartiens, qui est un serveur que je connais bien, qui est situé en région parisienne, il ne suffit pas du tout. Ce n'est pas du tout l'ordre de grandeur de ce qu'on manipule aujourd'hui pour toutes les données informatiques du groupe auquel j'appartiens. Donc voilà, donc typiquement, on est en train vraiment de changer le monde, quoi. Alors, du coup, on avait envie de vous parler un petit peu finalement des impacts que ça a sur beaucoup de compétences, beaucoup j'ai même envie de dire de savoir-faire, de savoir-être, hein, parce que le véhicule autonome, ça nous emmène très très loin. Bon, là, vous avez des enjeux sur les métiers un peu classiques qui sont sous le label mécatronique, donc les nouveaux senseurs, les nouveaux capteurs. Il a fallu apprendre à maîtriser des capteurs très très imparfaits. Parce que quand on dit imparfait, c'est pas un peu, hein, c'est très très imparfait. Ce sont des nouvelles techniques, ce sont des nouveaux modes de pensée. Accepter qu'il y ait un taux de faux positif ou de faux négatif important, c'est pas du tout évident, hein, quand on va livrer une voiture. Donc à un moment donné, on doit coopérer avec ces caractéristiques de la technologie pour délivrer quand même des systèmes vendables. C'est ce qu'on a fait sur les ADAS. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on a atteint quelque part le niveau de reliabilité qui va bien pour diffuser largement ce type de système. Pour le véhicule autonome, c'est encore devant nous. Donc, renforcement des compétences dans les capteurs, dans les logiciels, je ne vais même pas commenter tellement c'est évident. Dans le monde de la safety qu'on a largement commenté aujourd'hui, vous avez la notion de SOTIF, je ne sais pas si ça a déjà été abordé ici, mais c'est la Safety of the Intended Function, c'est-à-dire que la safety, ça n'est pas que considérer qu'est-ce qui se passe quand j'ai une casse dans le système. C'est aussi considérer l'ensemble des aspects qui fait qu'à tout moment, le client doit être safe dans sa voiture. Et l'extérieur de la voiture doit être safe. Il n'y a pas que le conducteur, mais c'est les autres personnes, les autres agents de la route qui doivent être safe quand il y a un véhicule autonome. Donc cette notion de SOTIF est essentielle. La cybersécurité, on n'en faisait pas il y a 10 ans, de la cybersécurité, pratiquement pas. Quand je disais 8 ans. Bon. Voilà, donc même chose, nouvelles compétences à acquérir et à mapper partout dans toutes nos architectures, qu'elles soient embarquées et débarquées. Parce que le hacking, ça va partout. Il y a des surfaces d'attaque. Des surfaces d'attaque, il y en a dans l'embarqué, mais il y en a aussi beaucoup dans le débarqué. Donc c'est extrêmement structurant sur toute la gestion de données d'une entreprise, hein, la partie cybersécurité. Donc l'intelligence artificielle, n'en parlons pas, on a ouvert la boîte de Pandore. Il y a je ne sais pas combien d'articles toutes les semaines sur ces sujets-là. C'est encore difficile de faire le tri entre ce qui est à prendre, ce qui est à rejeter, ce qui est... Voilà. Mais les grandes questions restent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes, c'est l'explicabilité de la décision, quand même. Il ne faut quand même pas qu'on fasse n'importe quoi dans un véhicule. Comment le machine learning apprend, très concrètement. Vous savez, il y a des tests très intéressants. Vous avez des machine learning qui ont l'impression de très très bien fonctionner. Et puis quand vous modifiez un tout petit peu l'image, plaf, il va vous parler d'un chien alors que c'était un chat. Donc il y a des tas de trucs qu'on n'a pas encore très bien saisis sur ce qu'on appelle le deep learning, qui est quand même le cœur de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour véhicules autonomes. Voilà, donc on se structure, il y a des équipes qui prennent le truc à bras-le-corps. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est amener ces gens-là vers vous contribuez à un produit automobile safe et secure. Donc il faut qu'on y arrive ensemble à déterminer l'ensemble de ce qu'on a à faire de nouveau pour que l'intelligence artificielle soit réellement une technologie qu'on peut embarquer et dans laquelle on pourra avoir confiance. Tout ce qui est électromagnétisme reste absolument essentiel dans nos affaires. Le connected car, l'ensemble des services. Qu'est-ce que c'est qu'un service de mobilité? Je vous garantis qu'en termes de compétences, c'est très très nouveau chez un constructeur. Et ça balaye partout, pas que l'ingénierie bien entendu, mais l'ensemble des secteurs de l'entreprise et même au-delà.
Le full over the air, donc c'est la capacité à recharger des softwares à distance. Et puis, lorsque la voiture est au garage, toutes les architectures se préparent à ça, puisque l'arrivée du véhicule autonome, c'est aussi beaucoup de dynamique dans la mise à jour d'un certain nombre d'éléments dans la voiture lorsqu'elle est en opération. Le V2X, dont on a parlé, la connectivité avec le reste du monde. Donc vous voyez, cet ensemble de new skills, là, c'est très nouveau dans les entreprises, chez les constructeurs automobiles, en particulier les legacy, ceux qui ont plus d'un siècle d'existence, comme nous. Enfin, pas nous, à titre personnel, mais nos entreprises. Bon, donc quelque part, cet ensemble de compétences amène des transformations, produits, méthodologiques, process, outils qu'il faut absolument maîtriser pour sortir des véhicules autonomes. Donc dans le monde du développement produit, la notion de system engineering, elle n'est pas tout à fait nouvelle, mais là elle prend quand même toute son importance comme méthodologie centrale pour maîtriser toutes les étapes d'un développement et prouver à la fin que ce qu'on a fait, c'est ce qu'il fallait faire. J'ai envie de parler du partnership management aussi, parce que le véhicule autonome, c'est clairement pas quelque chose qu'un constructeur peut faire tout seul, peut réussir tout seul. On l'a un petit peu abordé aujourd'hui. Mais du coup, il faut être capable de raisonner en logique de partenaire et pas en logique que de fournisseur, quoi. On est vraiment en train de passer des types d'accords, des types de fonctionnement avec des partenaires. Ça devient... On est partenaire devant l'enjeu de la diffusion des véhicules autonomes. On a beaucoup parlé de la validation et des éléments de simulation associés, donc ça je ne vais pas commenter. Et le big data, il est au cœur de tout ça. On peut en rajouter beaucoup, hein. On a volontairement limité la liste. Je pense qu'il y a un truc dont il faut avoir confiance dans le véhicule autonome. Cet ensemble de capteurs aujourd'hui, il est pas trop supportable du point de vue de la consommation énergétique. Alors, excusez-moi, j'ai un anglicisme là. Mais la consommation énergétique de cet ensemble de capteurs est trop important aujourd'hui dans nos enjeux CO2. Voilà. Donc on a aussi une roadmap pour amener des solutions qu'on voit déjà dans la roadmap pour que le coût de traitement de toutes ces datas en temps réel soit sur une pente raisonnable en termes de consommation énergétique embarquée. Et là, vous allez voir les miracles du hardware et de la loi de Moore, hein, parce que les puces qui sont en train d'être travaillées chez les fondeurs pour justement travailler l'intelligence artificielle à base de caméras, de lidar ou d'imagine radar demain, ça va baisser la consommation avec des facteurs très importants, comme souvent le hardware électronique est capable de faire. Je crois que c'est toi qui as les zapettes. Ah voilà, oui, c'est bon. Voilà. Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Donc je crois que c'est notre dernière ou avant-dernière planche. Elle montre que, quelque part, le partenariat se fait partout, hein, dans tous les éléments qui composent un véhicule autonome, que ce soit dans la partie capteur, en bas à gauche, dans la partie débarquée, bien entendu, dans les développements d'outils offline, bien entendu sur tout ce qui est ECU, je ne sais plus comment on dit ça en français, moi. Les calculateurs, on ne parle plus de calculateurs, on parle de supercalculateurs, hein, on parle de PCU, mais je ne sais même pas comment ça se dit en français, peu importe, et de software. Bon. Mise en place de partenariats vraiment mondiaux pour réussir à faire ça. Vous avez aussi noté que la plupart des constructeurs s'allient pour réussir le véhicule autonome. Hein, je pense que les Allemands ont même peut-être pris un petit peu d'avance sur le sujet. Et vous allez voir, je pense, des nouvelles types d'alliances arriver pour la maîtrise de cette quête du véhicule autonome. Voilà, écoutez, en conclusion, Vincent, tu veux commenter? Oui, je te laisserai le mot de la fin si tu veux. Oui, non, juste ce qu'on se rend quand même compte, vous l'avez pu le percevoir, c'est que c'est quand même compliqué. On est quand même sur des choses qui ne sont pas habituelles en termes de complexité. On n'est pas simplement en train de faire une évolution incrémentale de ce que l'on faisait comme d'habitude, entre guillemets, même si
même si on faisait des choses déjà assez complexes. Là, c'est quand même une rupture. Et cette rupture, à quoi aussi on voit que c'est une rupture? C'est qu'il y a eu beaucoup d'annonces ces dernières années. Si vous vous placez en arrière, vous pouvez faire une recherche sur Internet des déclarations des divers managers d'entreprise ces 10 dernières années sur le véhicule autonome. C'est assez drôle, hein, parce que alors, ceux qui annonçaient en 2010 que ce serait pour 2014, ceux qui annonçaient en 2013 que c'était pour 2017, ceux qui annonçaient en 2016 que c'était pour 2019, bon, il n'y a toujours pas de niveau 3, de niveau 4 dans la rue. Voilà. Bon, ça, c'est quand même une réalité. Il n'y en a pas du tout. Alors, à partir de là, une fois qu'on s'est dit ça, pourquoi? Parce que cette complexité que vous avez vue, là, on ne peut pas l'absorber comme ça en 1 ou 2 ans de développement. Il y a eu des velléités de sortir des fonctions autonomes, je ne vais pas citer nos concurrents, mais on voit que ça s'est heurté aujourd'hui quand même à une difficulté technologique majeure. Essentiellement, si on devait la résumer, la grande difficulté, c'est la safety et la validation. C'est tout ce dont on a parlé autour de la redondance, c'est s'assurer que je détecte tous les obstacles, que je prends les bonnes décisions, et que non seulement il ne suffit pas d'avoir un proto qui est capable de faire ça, mais que je sais valider que ma production saura le faire. Donc ça, c'est vraiment le point aujourd'hui qui n'est pas encore résolu, qui peut peut-être être résolu rapidement, mais en tout cas, ça va moins vite que prévu, et ça chez tout le monde. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les constructeurs, ils ont privilégié quoi? Le niveau 2. Et vous voyez aujourd'hui que sur la majorité des véhicules de l'ensemble de la planète, on trouve des niveaux 2 extrêmement sophistiqués qui sont capables, et on va trouver ça de plus en plus, qui sont capables d'aller au bout du niveau 2, hein, c'est-à-dire une assistance en toutes circonstances, du dépassement semi-automatique, d'être capable de fonctionner même quand les marquages au sol ne sont pas de bonne qualité, etc. etc. Donc on voit que ça a beaucoup été travaillé. Donc il reste encore un chemin, et puis on voit aussi se séparer 2 branches, celle des véhicules particuliers, avec plutôt du niveau 3, du trafic jam chauffeur, et puis celle de la mobilité autonome, qui répond à des business models différents, qui peut peut-être se payer des capteurs plus onéreux, et qui fonctionne aussi sur des use cases qui peuvent être plus complexes d'un certain côté, mais plus simples d'un autre. C'est-à-dire plus complexe, pourquoi? Parce que vous êtes éventuellement entouré de piétons ou de cyclistes, donc ça, c'est pas terrible. Par contre, vous pouvez aller que jusqu'à 20 ou 30 km/h, donc ça redécélérise votre conception. Donc on est, on va dire, pour moi, à un embranchement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Luc. Non, mais je partage tout ce que tu as dit. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est parce qu'on ne l'a pas beaucoup cité aujourd'hui, c'est que finalement le véhicule autonome, c'est la rencontre du monde des constructeurs legacy, classiques, qu'on représente, et la rencontre du monde du digital. Qu'un certain nombre d'ailleurs d'acteurs, comme Waymo, représentent. Donc, 2 types d'acteurs. Mais la vérité vraie, je pense qu'elle sortira du partenariat entre ces 2 types d'acteurs. Parce qu'il est très compliqué pour un constructeur legacy d'être au niveau de fluidité dans la gestion de la data par rapport à des IT players, des gens qui sont nés dans la data. Et pour eux, les bêta, les TRAL et tout ça, c'est rien du tout. Ils sont très très à l'aise dans la manipulation des données. Voilà, donc je pense que la rencontre de ces 2 mondes, c'est ça qui fait demain la perspective d'un véhicule autonome réussi. Et je pense que c'est pour ça que cette notion de partenariat, cette notion de ne pas faire tout seul, maîtriser quand même, mais ne pas faire tout seul nous paraît assez essentiel pour réussir. On a peu parlé aujourd'hui des gens qui représentent les infrastructures qui sont essentielles dans le dispositif, parce que quand même, un véhicule autonome a une forme de comportement robotisé, on est bien d'accord avec ça, et le robot, plus l'infrastructure dans laquelle il se déploie est répétable, standardisée et anticipable, plus il est à l'aise quand même. Donc, on voit bien cet ensemble d'acteurs là qu'il faudrait passer beaucoup plus de temps avec vous pour vous expliquer qu'est-ce qu'on attend de chacun d'eux. On l'a fait un peu dans le colloque Regard Croisé il n'y a pas très longtemps. Mais la solution, elle est multiple, quoi. Elle est multimétier. À une époque, on parlait d'écosystème, c'est peut-être un terme un peu galvaudé, mais le véhicule autonome viendra dans le cadre d'un écosystème, c'est absolument certain. Merci de votre écoute.